parle avec M. Vincent Aubirier, ancien préfet d'Abidjan et candidat indépendant à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Giro. Et bienvenue sur notre plateau. Merci pour l'invitation. Avant d'aborder le thème de notre échange, j'aimerais vous demander de partager avec tous les téléspectateurs le fait d'actualité qui vous a le plus marqué ces derniers jours. Il y a eu beaucoup de faits d'actualité. Il y a eu la déclaration des évêques il y a quelques jours. Il y a eu l'interview du président du PDCI, M. Tidjane Thiam. Il y a eu enfin la déclaration du président de la République. Donc pour moi, ces faits participent d'un même contenu pratiquement, c'est-à-dire touchant à la vie nationale. Et ces faits marquent encore l'évolution de notre société pour les semaines, pour les mois à venir. En ce qui concerne la déclaration des évêques surtout, qui appelle au calme, qui appelle à un scrutin inclusif, qui appelle à un processus électoral dénué de violence, qui interpelle sur la récurrence des crises, comme nous l'avons toujours dit à chacune de nos interventions. Il faut les évêques comme les imams, comme les pasteurs, qui tous semblent partager la même opinion aujourd'hui. Il faut écouter les évêques, il faut écouter les hommes de Dieu, il faut écouter tous ces religieux-là qui nous interpellent. Quels sont justement les ingrédients qui permettent de parvenir à un scrutin juste, équitable et non conflictuel? C'est une longue liste d'ingrédients. C'est une sauce avec une composition d'adjuvants, de recettes, d'épices, mais une très longue liste. La liste part d'abord par l'histoire du pays qu'il faut décortiquer, dans laquelle il faut enlever des éléments de passifs qui peuvent revenir. Et dans notre cas, c'est tous les chaos qu'on a eu depuis 1960, 1972, 1990, 1993, 1995, 2010, 2020. Donc il y a quand même l'histoire du pays qui, malheureusement, le prédispose d'une certaine façon à une série d'événements. Et ça, les historiens le savent, il y a une récurrence des événements qui, si cette récurrence n'est pas traitée à la base et les causes de la récurrence ne sont pas traitées, on y revient. Ensuite, il y a la constitution du pays qui régit toute la vie du pays. Si une constitution comporte en elle des interprétations ou des éléments dangereux, on en arrive à une crise grave comme c'est déjà arrivé en Côte d'Ivoire. Et ensuite, il y a toute l'architecture légale, toutes les lois du pays qui ne doivent pas contenir des gemmes de violence. Et ensuite, il y a les institutions, la commission électorale, la justice, la gendarmerie, l'administration, les institutions, tous les ministères, le gouvernement, toutes les institutions du pays qui, avec le rôle que ces institutions jouent, contribuent également à alléger ou à alourdir la vie dans un pays. Et après cela, il y a le processus électoral lui-même sur les aspects techniques, c'est-à-dire la formation des populations, la sensibilisation, l'accréditation des partis politiques, la liste électorale, la composition de la commission électorale, les bulletins de vote, la sensibilisation, la formation, l'accréditation des agents des bureaux de vote, la gestion du contentieux, la proclamation des résultats, la transparence au niveau du Conseil constitutionnel, l'acceptation des résultats, la gestion de tous les recours dans un contexte apaisé. Donc il y a un ensemble d'éléments qui concourent à la bonne exécution d'opérations électorales. Vous avez parlé de processus électoral qui est organisé par une institution qui fait partie de ceux que vous avez cités tout à l'heure, notamment la CEI. Pensez-vous qu'elle est assez indépendante pour organiser un scrutin consensuel? Je pense que ce débat, le PDCI, le PPACI, le FPI et toutes les forces politiques, le RAGP, tout le monde a déjà parlé de la commission électorale. Et je souhaiterais que nous avancions. À ce stade, tout ce qui a été dit n'a rien changé pratiquement à la composition de la commission électorale. Et d'ailleurs, les partis politiques, certains partis politiques qui y étaient, s'en sont retirés. Allons sur l'essentiel. Ce que nous voulons de la commission électorale, c'est qu'elle soit très professionnelle, qu'elle agisse de façon professionnelle, qu'elle traite les candidats ou l'ensemble du processus de façon impartiale. C'est ça qui est essentiel aujourd'hui, parce que à quelques semaines du scrutin, revenir encore sur tout ce qui a été dit avant pendant des années, mais qui n'a pas été traité, ça ne nous fait pas avancer. Donc on demande un professionnel. D'abord, j'avais parlé de la question du parrainage, vos plateaux ont amplement parlé de ça. Aujourd'hui, je parle du calendrier électoral. Et c'est des éléments qui n'améliorent pas la confiance vis-à-vis du processus électoral et vis-à-vis de la commission électorale. Il y a quelques jours, la commission électorale a publié un soi-disant calendrier. Mais ce n'est pas un calendrier. Ce sont des dates constitutionnelles que nous connaissons depuis 1960 pour l'organisation des élections. Donc, un calendrier électoral, un exemple, il n'y a pas de calendrier électoral.
Ce qui a été publié n'est pas un calendrier électoral. Ce sont des dates constitutionnelles que nous avons mis dans notre constitution, dans toutes les constitutions que nous avons depuis 1960. Ce sont les dates. Les élections dans la dernière semaine du mois d'octobre, de la 5e année du mandat en cours, le deuxième tour qui est organisé tel délai après. Ça, c'est pas un calendrier électoral. Un calendrier électoral parle des autres détails et des opérations électorales, notamment l'accréditation des agents des partis politiques, l'impression des bulletins de vote, les déploiements, parce que ça nous permet, nous, en tant que candidats, de nous apprêter. Et donc, c'est la munitie dans le terrain des opérations. Donc, je dis, par exemple, sur la perspective de la commission électorale, que quand on a une commission électorale qui subit autant de critiques de certaines agences, mais également des partis politiques et des populations, il faut améliorer le niveau de professionnalisme pour que ces critiques soient amenuisées. Et nous demandons à la commission électorale de la transparence, de l'équité, de l'impartialité dans la gestion des opérations électorales. C'est ça qui va compenser tout ce qu'on a comme apparemment des regards de discrédit. Donc voici ce que nous demandons à une commission électorale, qu'elle soit très professionnelle, impartiale, qu'elle traite avec équité tout le monde pour que le processus avance dans une bonne direction. De manière concrète, est-ce que vous avez des innovations que vous recommanderiez pour améliorer le processus électoral? Bon, vous voyez par exemple, la Côte d'Ivoire est un pays, et les évêques l'ont souligné, mais avant cela, nous, on a fait déjà beaucoup de conférences, beaucoup d'écrits sur cette question. Un pays qui, depuis 1990, je dirais, a des problèmes à toutes les élections. Mais un pays qui a des cadres, qui a des sachants, qui a des sages, doit s'asseoir pour dire, mais pourquoi on est toujours en guerre? Pourquoi chaque élection présidentielle est un problème? Et puis, y associer tout le monde, les populations, les villageois, les institutions, les experts, les politiques, la société civile, pour essayer de décortiquer le processus électoral et voir les éléments qui constituent des gemmes de conflit. Mais au lieu d'y aller, on introduit de nouvelles dispositions, exemple le parrainage. On me dit que ça a été un accord entre les partis politiques, mais les élections, ce n'est pas les partis politiques. Les élections, c'est le pays, ce sont les populations, c'est tout le monde. Et si les partis politiques se mettent d'accord pour partager le pouvoir entre eux, est-ce que ça rentre dans l'intérêt du pays? Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de revisiter l'ensemble du dispositif électoral. C'est-à-dire la Constitution aujourd'hui, et puisque la Constitution fait partie du dispositif électoral, a des dispositions qui prêtent à confusion. Les lois électorales, les lois sur la nationalité, les lois et autres prêtent également à confusion. Ensuite, la composition de la commission elle-même, la commission est le fruit d'un accord politique qui voulait que cette commission ait en son sein des partis politiques qui soient là pour s'assurer que tout se passe bien. Mais est-ce que ces dispositions que nous avions depuis pratiquement 20 ans, est-ce qu'elles sont encore valables pour avoir une commission de ce genre? Ensuite, les opérations électorales, la liste électorale, est-ce que la régularité, l'annualité, par exemple, de la révision de la liste électorale, c'est à propos, c'est pas à propos? Ensuite, les agents électoraux, le découpage administratif, la répartition des bureaux de vote. Donc, c'est tout un ensemble aujourd'hui, et c'est ça qui s'appelle une réforme électorale. À un moment, la Côte d'Ivoire doit s'asseoir et révisiter l'ensemble de ces éléments pour arriver maintenant à faire des propositions pour qu'on avance vers une élection qui ne soit pas toujours objet d'autant de tensions pour une simple élection. Tous les pays du monde font des élections tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans, tous les 7 ans. Mais la Côte d'Ivoire est le pays qui, chaque fois que ce pays fait des élections, on a un problème. Mais ça interpelle l'intelligence nationale. Pourquoi cette fatalité de crise et de chute pour un pays qui a autant de ressources humaines? Ça interroge. Donc je dis que pour avoir un scrutin apaisé, il est temps que la Côte d'Ivoire puisse revisiter l'ensemble de ces éléments, et ça s'appelle une réforme. Et je voudrais ici encore préciser que ce que j'ai toujours souligné, un changement de loi n'est pas une réforme. Aller dans un parlement et puis voter, ce n'est pas une réforme. Une réforme, c'est l'implication de toutes les forces de la nation. Partis politiques, société civile, les gens du village, du marché, partout. Il y a un processus d'appropriation des initiatives, et avec beaucoup de... Mais une loi qui est proposée ou à une ordonnance, c'est vrai que les députés sont les représentants du peuple. Mais si on veut une meilleure appropriation, il y a des processus qui demandent qu'on ait une plus grande adhésion. Vous avez des partis, il y a des députés, des sénateurs, mais on soumet certains textes à référendum. Donc voici un peu ce qui est encouragé pour faire de la Côte d'Ivoire demain un pays stable, où à chaque élection, mes amis de Blocos, nous sommes ici, ils n'avaient pas fait le marché, mes parents de Blocos n'avaient pas fait le marché, venus cacher que les gens ne sortent pas du pays, qu'il n'y ait pas cette frilosité, juste parce qu'on fait des élections. Il faut avoir une réforme profonde et sérieuse pour que nous avancions dans la bonne direction. C'est un ensemble de travaux qui demandent du temps et de l'énergie. Vous, en tant que candidat, est-ce que vous seriez prêt justement à voir la date des élections présidentielles d'octobre 2025 être repoussée
en contrepartie, justement, de cette amélioration du processus électoral? Vous avez souligné l'expression expert. Pour l'expérience que j'ai dans un certain nombre de pays, la rupture d'un processus provoque beaucoup de risques. C'est-à-dire qu'on ouvre la porte à tous les malentendus, à toutes les aventures, si on ne respecte pas des délais constitutionnels. Et ça, nous le disons avec la bonne foi d'un expert, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, à supposer que les élections soient reportées au-delà de ce que la Constitution prévoit, c'est très compliqué pour la gestion de la suite. Et c'est dans l'intérêt de personne. Mais il y a des aménagements à faire. Les calendriers électoraux auxquels je me référais tantôt permettent de faire des aménagements. Et c'est la capacité d'une commission électorale ou d'un pays à aménager face à une crise. Si on sait qu'on doit faire des opérations, on peut comprimer des délais, comme ça se fait partout. Mais changer des dates constitutionnelles, ça peut être dangereux pour le pays à maints égards. Merci. Revenons à un autre sujet d'actualité, la liberté d'expression. Comment interprétez-vous les arrestations de jeunes militants ou les restrictions de certaines manifestations? Oui, ça je l'ai déjà souligné. Hein. Je dis que c'est pas moi qui le dis, c'est un fait. Différents rapports, le Conseil des droits de l'homme de Genève en octobre l'année passée l'avait amplement souligné. Human Rights Watch l'a souligné. Amnesty International y est revenu. Les rapports Mou Ibrahim l'ont souligné. Je le dis, un pays qui est dans une situation assez délicate telle que la Côte d'Ivoire doit privilégier la liberté d'expression. Et je le dis partout. Il faut que le gouvernement fasse l'effort de garantir ces libertés. J'ai pas les éléments techniques ni dans la presse ni dans l'espace public qui me disent les raisons pour lesquelles il y a eu des arrestations. Mais la préservation des libertés est très importante. Parce qu'au-delà même de la liberté d'aller et de venir, de s'exprimer, la liberté est le fondement du développement. C'est la liberté qui permet à tout le monde d'ingénier, d'inventer des produits, par exemple, commerciaux, de mettre en place des entreprises, de mettre en place des idées. Donc la liberté, c'est tout, c'est la vie d'une nation. Et regardez, dans le monde entier, les peuples les plus heureux, les peuples les plus développés sont les peuples où il y a le plus de liberté. Il y a une relation. Par contre, il y a des peuples qui sont riches, qui ont des richesses naturelles abondantes, mais où il n'y a pas de liberté, où ces peuples, ces pays ne sont même pas classés dans les 100 premiers pays du monde où il fait bon vivre. Donc la liberté, c'est la vie, c'est l'essence, c'est Dieu. C'est une étincelle que Dieu a mise en nous. Donc la liberté doit être préservée. Et tous les régimes d'aujourd'hui, de demain, d'avant-hier, tous ceux qui vont venir doivent consacrer la liberté. Et j'en appelle à nouveau à tous ceux qui ont la responsabilité de la gestion de la Côte d'Ivoire de préserver la liberté, c'est très important. La société civile en fait également partie. Pensez-vous qu'elle est suffisamment outillée pour préserver un espace de débat politique libre? Oui, je chausse à nouveau mes bottes d'un expert. On a souvent cloué au pilori la société civile. Mais il faut aussi faire notre autocritique. De quels fonds ont disposé les ONG, par exemple, de la part des donateurs? Vous avez souvent des petites ONG, des grandes ONG qui ont 10 000 $, 20 000 $. C'est pas comme ça qu'on construit la société civile. Elle a besoin d'être forte, elle a besoin de choses. Moi, j'ai travaillé dans les organisations de la société civile étrangère. C'est des organisations qui ont des millions de dollars. Donc, ils savent gérer, qui sont autonomes, qui sont fortes. Ou même les personnes qui travaillent dans la société civile sont mieux payées que les personnes qui sont aux Nations Unies. Parce qu'on veut des experts. Mais en Côte d'Ivoire, quand vous regardez les organisations, leurs moyens de fonctionnement sont dérisoires. Et c'est difficile. Donc, vous n'avez pas avoir des ressources humaines de qualité pour pouvoir gérer cette société. Ensuite, il y a le contexte général de liberté, d'exercice de liberté. Il y a eu des acteurs de la société civile qui ont dû faire les frais pour des prises de position et il n'y a pas eu beaucoup d'intervention à leur faveur. Et ce sont des êtres humains, donc c'est normal qu'à un moment, cette société civile soit timorée comme dans beaucoup de pays où il y a des situations de liberté compromises. Et ensuite, il y a malheureusement aussi la coloration de la société civile qui est pour ou contre tel ou pouvoir, tel parti politique. Et tout cela, tout ce que je viens de citer, empêche la société civile d'avoir une action très forte. La société civile, c'est tout le monde. Hein. C'est les églises, c'est les mosquées, c'est les temples, c'est les vendeurs du marché, c'est la population, c'est tout ce qui est non étatique. Tout ce qui n'est pas judiciaire, législatif, exécutif. Donc, c'est un cheminement long et tout ça, encore une fois, dépend de l'exercice de la démocratie dans le pays pour avoir une société civile forte qui va réellement être le reflet de la volonté des populations sur des situations particulières et non partisanes. En parlant d'une frange de cette société civile-là, qui sont les jeunes,
Que pensez-vous, comment évaluez-vous le niveau d'engagement de ces jeunes dans la vie civique de leur pays, la Côte d'Ivoire? Et ça, c'est une question importante et c'est dommage de le constater. Nous, par exemple, moi, je fais toute la Côte d'Ivoire tout le temps. Je reviens d'ailleurs même de visite dans certaines localités. Les jeunes sont faiblement engagés. Prenons même les chiffres de la commission électorale qui attendait 4,5 millions de nouveaux inscrits, dont une bonne partie de nouveaux majeurs. Mais on a reçu que 715 016 nouveaux inscrits sur 4,5 millions. On fait un peu la proportion. C'est même pas même, je crois, un pourcentage. C'est quoi, 20%? Moins de 20% de ces nouveaux inscrits, qui ne sont pas forcément des jeunes, mais qui sont des nouveaux inscrits. Quand vous regardez la proportion dans les chiffres du recensement général de la population, les jeunes de moins de 35 ans constituent 75,6% de la population ivoirienne, mais regardez leur représentativité politique. Donc, ces jeunes-là, ils animent souvent la vie des politiques. Ils sont ceux qui utilisent la violence, souvent, qu'on met devant pour la violence. Ils sont dans les cortèges, dans les caravanes pour des campagnes. Ils sont très peu représentés dans notre Assemblée nationale. Et dans ça, c'est un problème. C'est dû à quoi? Et on n'allait pas jeter seulement vers le gouvernement, vers d'autres agences, cette responsabilité. Peut-être qu'il y a une responsabilité intérieure aussi, interne, à cette dynamique de jeunes qui voient dans la vie politique un espace de violence. Et la preuve est là, il y a la violence. Beaucoup de gens qui se sont engagés en politique ont été ruinés, au propre comme au figuré, ou ont perdu beaucoup de choses dans la vie. Donc, ça crée cet espace de violence-là, cette situation de violence crée donc une réticence de la jeunesse. Donc, encore une fois, c'est l'ensemble du processus démocratique qui permet l'implication des jeunes. Partout ailleurs, on a beaucoup plus de liberté, on a une vie politique moins violente. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont engagés. Vous avez l'Afrique du Sud, vous avez la Tanzanie, vous avez même le Ghana à côté, dans beaucoup de pays, aux États-Unis, en France, où il y a des jeunes qui ont 30 ans, 35 ans, qui sont députés, parce qu'il y a un espace relativement favorable pour les estimer. Aujourd'hui, avec les blocs de partis, avec la violence, avec l'argent qui rentre massivement dans le jeu politique, avec tout ce qu'il y a comme risque, les jeunes sont en dehors et c'est pas bon pour une société. Parce que si les jeunes sont détachés de la vie politique, ça veut dire qu'ils ne contribuent pas, ça veut dire qu'ils n'accordent pas de légitimité au processus politique qui sont mis en place. Et ça, c'est dangereux pour la stabilité d'un pays. Et comment inverser cette tendance? C'est l'éducation d'abord. C'est l'éducation et vos émissions que vous animez ici doivent pouvoir intéresser les jeunes. C'est l'éducation. Ensuite, c'est comme je vous ai dit tantôt, les réformes qui permettent l'implication des jeunes. Il y a des pays où il y a des quotas qui sont réservés à la vie des jeunes dans les institutions. Donc l'éducation, les réformes, et puis la liberté, je répète, qui permet aux jeunes de ne pas avoir trop d'appréhension quand ils rentrent dans la vie politique. Et il y a aussi la vie interne des partis. Il y a beaucoup de pays où on fait des régulations, on oblige les partis politiques à avoir une représentation de femmes dans les instances, sur les listes de candidatures. On peut en faire autant en ce qui concerne la jeunesse. Et puis ensuite, il y a un ensemble de facteurs, les implications, les nominations de jeunes dans certaines instances de décision. C'est un ensemble de processus qui permettront aux jeunes de se sentir plus concernés par la vie du pays, de ne pas être que des agents à qui on donne des t-shirts, de l'alcool qu'on met sur des caravanes et qui vont sensibiliser, ou à qui on donne des gourdins, des machettes pour aller faire la guerre. Mais ce sont des gens qui seront dans les enceintes, qui seront au Parlement, qui seront au gouvernement, qui seront dans les directions, qui seront dans les préfectures, qui seront dans les ministères et qui vont mettre à exécution ce qu'ils ont pris à l'école. Est-ce pour accomplir justement cette mission que vous êtes déclaré candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025? Vous avez deviné que nous parlons de ce que nous allons mettre à contribution. Et pour clarifier les choses, les Ivoiriens, à cause de la vie politique qu'il y a au pays, les Ivoiriens ont fini par mystifier des fonctions qui sont des fonctions déléguées. Aujourd'hui, la présidence de la République, par exemple, on estime qu'il faut avoir un certain âge, il faut avoir un certain parcours. On a mystifié des choses simples. La Côte d'Ivoire est classée au-delà des 150e dans beaucoup de classements économiques, sociaux. Ça veut dire que nous ne sommes pas la nation première du monde. Mais il y a des pays où il y a des jeunes pas au sens seulement d'âge, mais au sens de nouveauté d'esprit, qui dirigent ce pays sans avoir eu l'expérience que nous on a eue. Et on trouve que c'est normal. Mais nous qui sommes dans les profondeurs du classement dans nos pays, on a l'impression qu'il faut venir de Mars. Il faut être un super génie. Donc, cette mystification
à créer cette méfiance vis-à-vis d'une nouvelle classe politique qui arrive, qui a des idées. Et j'ai dit quelque chose une fois, l'une de mes interviews, que je voudrais répéter. Quand ils portent des uniformes, qui sont moins expérimentés que nous, qui sont moins jeunes que nous, et puis ils accèdent au pouvoir par des voies pas démocratiques, on les applaudit. Mais nous, qui avons des costumes, qui avons des jeans, des casquettes, qui venons et qui disons, nous avons appris, nous voulons maintenant servir notre pays par les voies les plus démocratiques, on trouve que c'est pas normal. Mais il faut que la Côte d'Ivoire, comme les pays de l'Afrique, soit attaché aux valeurs de démocratie, au parcours des individus, à leur amour pour leur pays et à l'accès au pouvoir par les voies consacrées par les lois du pays. Donc, nous avons bien sûr fait le constat d'un certain nombre de choses à améliorer et c'est pour cette raison que nous disons il faut rentrer dans le jeu politique. Nous respectons ce que le PDCI a fait pendant ces 33 années de gouvernance. Je dirais même, oui, au-delà, si vous mettez la période de lutte coloniale, 40-50 ans de gouvernance pratiquement. Nous respectons ce que le FPI de l'époque a fait. Nous respectons le travail fait par le régime au pouvoir actuellement, le RAGP. Mais nous disons qu'il y a une classe politique qui a une sève nouvelle, qui a une vision nouvelle, qui veut participer absolument à la vie du pays par les voies les plus démocratiques possibles. Il faut donner la possibilité. Il faut donner l'audience, je dis en termes d'ouverture et espace audiovisuel, à ces jeunes-là de faire connaître leurs idées. Et c'est à nous maintenant de convaincre nos populations. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et curieusement, nous le faisons avec beaucoup d'audience. Partout où nous passons, il y a des gens quand même qui sont désireux d'avoir des sèves nouvelles. Et c'est pour cette raison que nous nous positionnons pour être l'alternative nouvelle de la Côte d'Ivoire. Nous voulons que cet exemple serve également aux autres générations pour faire avancer la Côte d'Ivoire et arrêter ce cycle de violence qui devient comme une malédiction pour un pays de rechuter tout le temps sans qu'il puisse un moment se retenir de tomber dans le chaos. Au-delà de la démystification de la vie politique en Côte d'Ivoire, quelles sont vos ambitions pour le pays au niveau sous-régional et international? Oui, mes ambitions pour le pays, d'abord, c'est, je vous ai dit, parce que nous sommes actuellement dans des conditions préélectorales. La tension des uns des autres, notamment du PDCI, du PPACI, du COGEP, du GKS, d'autres groupements politiques, la tension, pour l'instant, suit des conditions préélectorales, suit la participation à l'élection. Donc, je ne crois pas que l'audience soit assez sérieuse aujourd'hui pour que nous venions déballer ce qu'on met. Le timing que nous avons proposé nous permet d'ici quelques semaines de sortir notre projet. L'ambition pour la Côte d'Ivoire, d'abord en interne, c'est 4 grands piliers. C'est le pilier social, jeunesse, éducation, santé, emploi. C'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est la gouvernance institutionnelle. Toutes les institutions de notre pays pour pouvoir revoir le fonctionnement, comme je le disais tantôt. Le quatrième pilier, c'est la gouvernance économique. Il y a des choix économiques à faire, des orientations, des décisions. Et puis le quatrième pilier, c'est la stabilité, la démocratie, pour que la Côte d'Ivoire arrête ce cycle de violence, que ce soit réellement un espace de vie pour tout le monde, pour toutes les populations, que la démocratie fonctionne normalement et que les passifs de notre pays en termes historiques soient corrigés pour que le pays n'ait plus surtout cette agitation à chaque élection. Ensuite, vous avez mentionné la région. Je crois en la CEDEAO. J'ai vécu longtemps hors de Côte d'Ivoire et je sais comment les autres régions de Côte d'Ivoire apprécient la fraternité que nous avons créée dans la CEDEAO. Et je le dis tout le temps. Quand moi je vivais en Afrique du Sud, on ne nous appelait pas Ivoiriens. Ivoiriens, Burkinabés, Togolais, Béninois, Sénégalais, on était tous appelés des Westaf. Également en Afrique centrale, c'est comme ça qu'on nous appelle. Parce qu'on a créé Solidarité. Il est très dommage aujourd'hui de voir ce qui se passe, mais je dis c'est l'évolution normale d'une institution. Vous avez vu avec le Brexit, un moment, pas seulement parce que la Grande-Bretagne est sortie, l'Angleterre, pardon. Et il y a eu un ensemble de situations. On a un projet également pour ramener la cohésion. Nous ne voulons pas que des frères sortent d'un ensemble aussi important. Et ensuite, au niveau international, nous avons une vision pour notre diplomatie, pour ouvrir la Côte d'Ivoire à toutes les énergies, à toutes les capacités, que notre pays puisse bénéficier également des intelligences venues d'ailleurs, des fonds venus d'ailleurs, pour que nous puissions avancer et que notre pays crée des opportunités pour tout le monde, ceux d'ici comme ceux d'ailleurs. Maintenant que le président Alassane Ouattara a déclaré être candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025, envisagez-vous une alliance ou de potentielles alliances avec des candidats ou des partis historiques? Oui, l'alliance est naturelle, hein, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Moi, en tant que candidat indépendant, je me suis déjà allié avec le député Assalé Timoko, comme vous le savez. Nous avons préparé cette alliance pendant plusieurs mois avant d'y arriver. Et au fur et à mesure que nous avançons dans le processus électoral, nous allons évaluer à quel moment on peut s'allier à tel ou tel groupe en fonction de nos valeurs.
Parce qu'il faut que vous sachiez, et ça, tout le temps que je passe dans les différents organes, je le précise, les alliances ne se font pas au hasard. Si vous voyez que tel parti se détache de tel parti, va dans tel parti, c'est parce que les fondements d'une alliance ne sont pas respectés. L'alliance, c'est l'idéologie d'abord. C'est-à-dire votre sensibilité politique, votre orientation, votre ligne, à quoi vous obéissez. Ensuite, c'est le projet de société. Qu'est-ce que vous partagez en commun? Si on n'a pas le même projet de société qu'on a à l'alliance, demain, quand on gagne, qu'on devient une coalition, ça se complique. Il y a ensuite la personnalité des individus qui sont en cause. Il y a l'histoire du pays. Et il y a beaucoup d'autres facteurs comme ça qui font qu'une alliance est solide. Et nous nous mettrons en alliance, bien sûr, parce que seul, on n'a pas la puissance qu'il faut pour avancer. Donc, toutes les forces politiques qui nous permettent de mettre en œuvre notre agenda de développement de la Côte d'Ivoire dans un cadre harmonisé, nous serions prêts à marcher. En tout cas, moi, en tant que candidat indépendant, et l'équipe qui m'a fait confiance. Quel commentaire faites-vous de cette décision du président de briguer un autre mandat qui, selon certains, sera le mandat de trop? Je ne crois pas que ce débat soit nouveau. Hein. Ce débat a commencé depuis 2020. C'est un débat qui a commencé depuis 2020, donc c'est le débat qui continue. Et moi, ma position est très claire sur cette question. Ce débat a commencé en 2020 et continue d'alimenter la vie politique. Tout ce que nous demandons, c'est des conditions de transparence des élections. C'est des conditions de transparence des élections. C'est des conditions d'inclusion des élections pour que la Côte d'Ivoire soit stable. Ça me paraît, parce que ce débat, on ne peut pas le résoudre, ni vous ni moi, ni les organes en charge de la décision. Nous demandons, peu importe la candidature de tel ou tel parti, de tel ou tel individu dans tel parti, nous voulons des conditions de transparence de tenue des élections. Nous voulons des processus démocratiques qui soient ouverts et qui respectent les textes et les conventions internationales que la Côte d'Ivoire a signées. Et je pense que c'est aujourd'hui à cela qu'on doit s'atteler. Parce qu'il y a des débats qui vont se faire et qui n'auront pas de solution, ni de résolution à la lutte où les choses vont. Il faut des conditions d'ouverture, il faut l'inclusion dans ces élections pour que le peuple décide à qui il accorde sa confiance. Est-ce que par inclusion électorale, vous entendez la réintégration des 4 candidats exclus de la liste électorale? Oui, ce que j'ai dit, et je suis constant sur cet aspect, les crises, je le disais tantôt, sont dues à un ensemble de facteurs. Et l'un des facteurs, c'est le fait qu'à chaque élection, il y a des exclusions. En 1995, M. Alassane Ouattara qui avait été exclu, et M. Laurent Gbagbo avait eu par solidarité soutenu dans le Front républicain, il y a eu des crises. Il y a eu beaucoup de morts dans le sud-ouest de Côte d'Ivoire, je me rappelle très bien. Ensuite, en 2000, M. Alassane Ouattara a été exclu, il y a eu encore des crises. Et ça nous a conduit à une situation où une partie de la population a eu l'impression qu'elle était exclue de l'ensemble de la vie politique nationale. Et on a continué comme ça, par des exclusions. Et donc, ma position ne concerne pas qu'un individu, seulement comme Tidiane Thiam ou comme Laurent Gbagbo, seulement le président Laurent Gbagbo. C'est une question de principe pour que le pays vive dans la stabilité. Parce que vous avez le PDCI qui est un parti fort, qui est un parti octogénaire, donc qui a quand même une base sociologique, historique importante. Vous avez un parti comme l'ancien Front populaire ivoirien, je crois, devenu le PPAC, qui a ses bases. Et vous avez tous les autres, vous avez le COGEP, vous avez le parti de l'ancien président de l'Assemblée nationale. Donc, si vous allez à une élection où ces blocs, je dirais même sociologiques, ensuite politiques, ne participent pas ou sont en fond contre ce processus, pour avoir l'assurance que la suite du processus peut être émaillée de situations non désirables. Donc quand j'en parle, on me dit non, tu es contre l'application de la loi. Et là, je voudrais aujourd'hui faire une clarification. Je comprends qu'il y a des gens qui n'ont jamais eu à prendre des décisions qui concernent les populations ou des communautés. Moi, j'ai été préfet. Et toute ma vie administrative, ça a été de prendre des décisions qui impactent la vie. À quel moment autoriser cela? À quel moment fermer telle rue? À quel moment convoquer pour les questions agricoles? À quel moment privilégier tel ou tel aspect pour bâtir une route? À quel moment fermer les écoles ou les ouvriers? À quel moment mettre des opérations de sécurité? Il n'y a que des décisions. Mais pour prendre des décisions, vous développez l'art de l'opportunité de la décision. Est-ce qu'il pleut? Est-ce que demain il y a un discours? Est-ce qu'il y a une fête? Est-ce qu'il y a un décès? Est-ce qu'il y a une joie? Il y a un ensemble de facteurs que vous considérez avant de prendre une décision. Je vais mener une opération de destruction ou de déguerpissement. Est-ce que la rentrée scolaire en cours?
Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que les gens seront dehors? Est-ce qu'il y a une attention médiatique trop forte? Et donc, on finit par avoir un réflexe de prise de décision. C'est par ce réflexe de prise de décision que je ne me lasse pas de dire que la situation actuelle où des leaders politiques se trouvent dehors est compliquée. Et que le réflexe de prise de décision amène à se dire, attention, ça peut être très dangereux. Ce n'est pas aller contre la loi, mais c'est de faire preuve de réalisme pour la stabilité du pays. Il y a pas je suis candidat indépendant. J'aurais pu m'asseoir et puis me réjouir du fait qu'il y a des candidats qui ne sont pas là, qui sont forts, qui sont puissants. Mais non. Si je prends le pouvoir demain, dans un contexte de crise, de contestation, je ne vais pas passer toute ma vie à faire de la réconciliation dans le pays. La seule priorité pour éviter les menaces de déstabilisation. Je vais développer. Je vais apporter, je vais verser l'âme dans le béton qui va permettre le bonheur du peuple. C'est pourquoi je répète que je souhaite qu'il y ait cette inclusion, comme on l'a déjà fait dans cette Côte d'Ivoire pour permettre d'avoir la stabilité. Donc, encore une fois, ce n'est pas seulement un appel d'un acteur politique. Non, c'est même une question de Dieu. C'est même une question de Allah. Dieu veut la paix entre ses enfants. Vous ne pouvez pas vouloir adorer Dieu et être contre les principes de paix, d'unité que Dieu édite. Et ensuite, c'est une question de valeur personnelle. Moi, j'ai travaillé pendant autant d'années à faire la promotion de la démocratie dans le monde entier. Et je serais très mal placé aujourd'hui d'assister comme ça à un processus électoral où il y a des exclusions. Mais je dis, c'est justement pour cette raison. C'est justement en raison de la panne de la démocratie dans notre pays que nous disons, nous voulons aller à ces élections pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir donner un nouvel espoir à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire ait une nouvelle orientation qui se passe des crises dont on n'a pas du tout besoin. Un dernier message à l'endroit des téléspectateurs avant de clore cette émission. Oui, merci beaucoup. La Côte d'Ivoire est un pays que nous adorons tous, que nous soyons ivoiriens ou pas, que nous vivions ici ou pas. Nous avons créé des dynamiques au sein de nos familles, de nos différentes communautés. Il faut qu'on maintienne. C'est déjà l'essentiel. Aujourd'hui, avoir le pouvoir et se féliciter de ce que certaines personnes soient en difficulté, c'est pas comme ça qu'on bâtit une nation. Aujourd'hui, être dans l'opposition et avoir qu'à l'esprit un bellicisme exagéré pour ceux qui sont pour, c'est pas ce qu'il faut. Et nous disons que la nouvelle génération de Côte d'Ivoire que nous représentons veut réconcilier toutes ces parties et nous pensons être une alternative crédible pour faire avancer le processus parce que nous avons de l'amour pour tout le monde, nous n'avons pas d'hostilité, quels que soient les camps politiques, et nous invitons l'ensemble des Ivoiriens à nous joindre dans cette marche-là, à nous faire confiance et à nous faire gagner. Merci, M. Vincent Aubiré, d'avoir répondu à notre sollicitation. Au-delà des discours, construire des élections apaisées exige